Bonjour, donc je suis le professeur Bourdelle-Marchasson et je vais vous parler un peu de dénutrition de la personne âgée. Alors la dénutrition de la personne âgée, c'est un phénomène qui arrive très fréquemment et qui n'est pas si simple à comprendre. Donc la dénutrition, simplement, c'est le résultat d'un déséquilibre entre besoins et apports. Et bien sûr, les besoins restant supérieurs aux apports, eh bien, ça aboutit à une perte. Hein, donc c'est vraiment de l'algèbre, hein, très simple. Les apports bien utiles, hein, sont les vitamines et les minéraux, l'énergie. Alors on parle d'énergie apportés par les lipides et les glucides, hein, les graisses diverses, les féculents, et puis les protéines. Et puis les dépenses, eh bien, sont représentées en majorité par les besoins de base, les activités, donc les activités physiques, mais pas que les activités physiques, et les maladies. Alors, les maladies, pour se défendre contre les maladies, il faut de l'énergie. Pour se défendre contre le Covid, par exemple, eh bien, il faut avoir un bon état immunitaire, donc des bons apports nutritionnels, comme dit à gauche. Alors, les conséquences de la dénutrition, c'est la perte de poids majoritairement. Bien sûr, cette perte peut être involontaire. Mais on peut être dénutri sans avoir réellement de perte de poids. C'est une question il y a la quantité et la qualité. La difficulté à vivre normalement, donc à effectuer les actes de la vie quotidienne, marcher, se promener, rencontrer du monde, etc. On remarque une marche ralentie, il y a un manque de force et puis une sensation de fatigue. Les conséquences plus graves, hein, ce sont les infections qui vont être plus fréquentes et qui vont encore aggraver le problème. Et la dénutrition rend très fragile face aux maladies en général. Si on doit avoir une intervention chirurgicale, eh bien, être dénutri entraîne un risque de faire des problèmes après l'intervention. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important dans la vie de tous les jours et quand on a des problèmes de santé qui arrivent. Alors, si la maigreur, bien sûr, c'est l'image qu'on a de la dénutrition. Là, je vous montre deux photos. Cette maigreur est extrême. Hein, les jambes à côté, on voit qu'il y a une fonte musculaire. Hein. La peau tombe, hein, parce qu'elle est vidée de la masse, hein, du mollet. Alors, si on ne doit pas attendre cet état-là pour agir, hein, parce c'est déjà tard et ça nécessite une prise en charge hospitalière. Et quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'on peut être obèse et dénutri. Alors, l'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse, hein, donc de la graisse. Cette graisse, elle peut être sous la peau, elle peut être dans le ventre aussi, on connaît bien le gros ventre, hein, et elle peut être dans les muscles ou entre les muscles. Alors, on a l'impression d'avoir un contour pléthorique, hein, où il y a beaucoup de choses dedans. Et puis dedans, c'est pas de qualité. Là, c'est un vrai monsieur qui était diabétique et qui était obèse et il était faible, il marchait très lentement et donc on peut le considérer comme dénutri. Donc ça, c'est pas du tout intuitif, mais c'est une réalité. On peut aussi être dénutri sans avoir perdu de poids parce qu'on mange mal et on voit assez fréquemment des personnes qui ne mangent pas du tout de légumes et qui se présentent avec des signes de scorbut. Alors, ça peut paraître étrange, hein, parce que les personnes âgées ne sont pas des grands navigateurs, mais ils peuvent avoir un scorbut. Donc, on le voit. Alors, les causes de la dénutrition, cette liste paraît importante, mais il y a beaucoup de causes.
envisagées. Et souvent, elles sont associées. Alors, tout d'abord, les problèmes économiques. Ça va entraîner souvent une mauvaise qualité de l'alimentation. Alors, il peut y avoir la quantité, hein, c'est-à-dire l'énergie, les lipides et les glucides, hein, donc graisse et sucre, mais ce n'est pas de qualité. Donc, il n'y a pas dedans suffisamment de protéines, suffisamment de micronutriments, hein, donc les vitamines et les minéraux. Et puis, il y a des restrictions qui peuvent être entraînées aussi par les problèmes économiques. Alors, avec l'inflation, il y a eu quand même beaucoup de soucis de ce côté-là. Alors après, un grand cas, ce sont les maladies de la digestion, alors de la bouche à l'intestin. Hein, donc, toutes ces maladies vont entraîner soit une diminution de l'apport alimentaire, hein, parce que quand on a mal aux dents, quand on n'a pas de salive, on mange moins. Et puis, ça peut aussi entraîner une diminution de l'assimilation des aliments. Alors, je voulais ajouter quand même qu'on parle de dénutrition, mais les gens qui ne mangent pas, souvent, ils ne boivent pas bien non plus et donc ils sont à risque de déshydratation. Alors, les problèmes psychologiques mentaux, hein, peuvent aussi entraîner des problèmes de dénutrition, la dépression, donc là, il y a une perte d'appétit parce que quand on est déprimé, plus rien n'a de goût, hein, plus rien n'est bon. Et puis toutes les démences, hein, qui sont souvent associées à des problèmes de dénutrition. On dit qu'il y a 30% environ des personnes qui présentent une démence qui auront ou ont eu des problèmes de nutrition. En lien à la dépendance, donc si vous n'êtes pas capable d'aller faire vos courses, de choisir vous-même vos aliments, ou bien si vous n'êtes pas capable de préparer un repas ou de manger seul un repas, eh bien vous êtes aussi à risque de dénutrition. J'ai une patiente comme ça qui allait faire des courses, mais elle achetait systématiquement que du jambon et de la purée. Et donc, elle est devenue rapidement dénutrie. Donc, elle allait faire les courses quand même, mais elle n'était pas capable de choisir correctement les aliments qu'elle achetait. Et puis, les maladies. Alors là, je ne vais pas vous faire une liste parce que beaucoup de maladies se manifestent par une diminution de l'appétit et vont entraîner une dénutrition. Et c'est même un signe important parce que grâce à cette perte d'appétit, si on la repère, on peut porter l'alerte et engager la démarche diagnostique pour rechercher cette maladie. Alors, celles qui passent inaperçues sont souvent des maladies chroniques. Hein, donc, la perte de poids va être lente, hein, elle va s'écouler, on ne va pas s'en apercevoir si facilement que ça. 1 kilo par mois ou 1 kilo tous les 15 jours. Et cette perte de poids va tout d'abord se faire aux dépens de la masse musculaire et puis bien sûr aussi de la masse grasse, mais en dernier recours. Et puis les maladies aiguës de courte durée, eh bien, quand on a une pneumonie, vous savez, ou un Covid, je prends toujours l'exemple du Covid parce que tout le monde y a été confronté, on a moins faim et donc à la fin, eh bien, on a perdu du poids et cette perte de poids peut être rapide et extrêmement importante. Et puis quand je parle de maladie, ben, on parle des traitements, alors les médicaments, certains médicaments coupent l'appétit, mais surtout les régimes. Alors, je parle des régimes maladies, mais il y a aussi les régimes un peu contrôlés, hein. Si on se met à faire un régime végétarien sans savoir faire un régime végétarien, hein, en disant bah, j'enlève la viande, mais on ne la remplace pas par autre chose, eh bien, on est à risque. Donc, les régimes dont je veux parler, c'est les régimes sans sucre, régime sans protéines pour le rein, régime sans sel, régime sans cholestérol, etc. Donc, ces régimes, il faut qu'ils soient justifiés et il faut qu'ils soient le plus réduits possible et qu'on contrôle à la fin que la personne ne s'expose pas à la dénutrition. Alors, attention au régime.
je ne dis pas qu'il faut qu'on mange du chocolat toute la journée, parce que là non plus, ça ne fait toujours pas de légumes. Mais le régime sans est rarement et exceptionnellement important dans le vieillissement. Alors donc, il faut dépister une possible dénutrition. Là, tout à l'heure, mes collègues vont vous expliquer cela en détail. Dépister cette dénutrition pour limiter les conséquences, essayer d'arriver tôt dans le processus et améliorer la qualité de vie. Ce n'est pas amusant de ne pas pouvoir marcher, se lever, etc. Et puis aussi pour diagnostiquer et traiter une maladie. Alors le problème, par exemple, ce que je vois moi, c'est chez des personnes diabétiques qui étaient grassouillettes. Alors tout d'un coup, elles maigrissent sans faire d'efforts et là, ben, elles ont du mal à comprendre que ce n'est pas une bonne nouvelle, hein. Donc un diabétique, tout d'un coup, voit son traitement, enfin, son diabète très équilibré. Il faut quand même se méfier parce qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est probablement qu'il ne mange pas. Et on ne soigne pas correctement un diabète en arrêtant de manger, bien sûr. Si on dépiste pour signaler. On va d'abord en parler à la personne, on va en parler à sa famille, à l'équipe soignante et on va faire remonter l'information pour que l'équipe soignante, dans sa globalité, fasse le diagnostic de la dénutrition. On peut se tromper, hein, des fois. Donc, il faut que cette équipe se saisisse de votre information. Et d'ailleurs, une fois qu'on a l'habitude de dépister, on peut aussi suivre l'amélioration de la situation. Alors, il y a un test de dépistage. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, mais ça s'appelle le MNA. Alors, le MNA, c'est Mini Nutritional Assessment, c'est l'anglais, comme d'habitude. C'est un MNA qui va dépister le risque nutritionnel. En général, c'est l'équipe soignante qui le fait. Il y a aussi des MNA. C'est assez simple, hein. C'est est-ce que la personne mange ces 3 derniers mois avec appétit ou avec une baisse d'appétit ou une baisse des apports ou une très sévère baisse des apports. Est-ce qu'il a perdu du poids? Alors, vous voyez, 1 kilo. Et puis, quand on ne sait pas, eh bien, c'est déjà un risque. Ça représente un risque. Quand on est incapable de dire si on a maigri ou pas, on est à risque de dénutrition. Alors, la motricité, une personne qui fait lit fauteuil est à risque de dénutrition. Il faut retenir, alors que quand elle sort du domicile, elle est beaucoup moins à risque. Est-ce qu'il y a une maladie en cours? Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques? Et quelle est la masse corporelle, hein? Donc, c'est en kilos par mètre carré. Donc, avec l'âge, eh bien, comme on se tasse un peu, on parle de dénutrition pour un indice de masse corporelle finalement qu'on peut considérer comme assez élevé, hein, entre 21 et 22. Et puis, on peut aussi faire le tour du mollet avec 1 centimètre. Regardez, donc combien est-ce que votre tour de mollet fait plus ou moins de 31 centimètres. Vous pouvez l'essayer, ça marche pas mal. Alors, ça, c'est le dépistage. Et puis après, il faut ouvrir les yeux. Alors, quand on voit qu'une personne ne peut pas se lever d'une chaise sans s'aider avec les mains, donc cette personne en photo, elle essaye de se lever sans les mains, c'est difficile. Quelqu'un qui marche lentement avec un pas traînant, vous voyez, un pas rasant, hein, qui ne soulève pas parce que c'est fatigant. Et puis la perte de poids, bien sûr, les vêtements trop amples, l'appareil dentaire flottant. Alors, quand il flotte, hein, c'est un peu comme les photos tout à l'heure. Quand l'appareil dentaire flotte, c'est que c'est très tardif. Bah, tu peux, hein. Et puis, on va observer la prise de repas. Ça aurait coûté trop cher, Paris. Quoi que ça aurait Alors, coûté pareil. j'entends quelqu'un Oui. qui parle derrière. Et puis, il faut accéder au réfrigérateur. Donc, le frigidaire, hein, parce que c'est plus facile à dire, il est parfois vide, parfois rempli d'aliments périmés.
Et puis, ce que les familles rapportent et qui les déçoivent toujours beaucoup, c'est que les repas qu'ils ont préparés, eh bien, restent intacts dans le frigidaire. Donc, porter alors le message d'alerte et faire la confirmation. La confirmation, c'est une ou plusieurs causes retrouvées et une perte de poids ou de capacité. Donc parfois, la maladie va prendre le dessus dans la dénutrition, quand on est arrivé dans une situation très avancée, mais l'alerte va permettre de prendre le problème le plus tôt possible et l'objectif est d'améliorer la qualité de vie de la personne. Voilà, j'ai fini pour ma part. Alors, professeur, avant de passer la parole à madame Sarah Magnan et à madame Lacomère, il y a quelques questions dans le chat, que je vous répercute. Alors, vous y avez, je pense, en partie répondu par rapport au diagnostic de test à l'effort. Est-ce qu'en faisant effectivement ce lever de chaise 5 fois d'affilée en plus de 15 secondes, est-ce que c'est un signe potentiel de dénutrition? Alors oui, bien sûr, c'est un signe de potentiel de dénutrition. Il y a aussi, on peut voir combien de levées de chaise on fait en 30 secondes. C'est pas mal ça, mais c'est un signe, mais le parasan, c'est tardif quand même, il faut être très dénutri. Et puis, il faut retenir aussi que les personnes en général s'en fichent un peu de la forme de leur corps quand ils sont très âgés. Par contre, de pouvoir marcher et faire les actes de la vie quotidienne, c'est extrêmement important. Autre question, quelle est la différence entre la masse musculaire et la masse protéique? Alors, il n'y a pas de masse protéique en fait. Donc, les protéines, ce sont des nutriments qui vont agir, enfin qui vont être utilisés dans le corps pour faire des muscles, mais aussi pour faire des anticorps, pour faire voilà. Donc c'est une masse. Enfin, les protéines sont structurantes. Évidemment, si on utilise des protéines pour faire des calories, c'est pas bon, parce que ça sert à rien. Mais les protéines, c'est structurant. Toutes les protéines, Alors après, végétales ouais. comme animales. Merci. Alors après, il y a eu plusieurs petites questions sur le MMA où, par exemple, une des questions, c'est plusieurs soignants de différents EHPAD ont dit que le MMA n'était plus reconnu. Qu'en est-il? Le MMA n'est plus recommandé depuis 2021. Le MMA est-il toujours d'actualité? Alors, le MNA, c'est un dépistage. Et ça vous donne, comme je viens de vous le dire, c'est un risque. Ça donne le risque. C'est-à-dire que c'est une espèce de petite évaluation gérontologique résumée. Et donc, c'est une combinaison de tous les causes de la dénutrition dont j'ai parlé. Donc, quand on a toutes les causes de la dénutrition présentes, bien sûr, on est plus enclin à être dénutri. Mais maintenant, il est considéré comme un test de dépistage. Voilà, il faut le prendre comme ça. Pour dire que quelqu'un est dénutri, il faut qu'il ait à la fois une cause reconnue et une perte de masse. OK. Et donc, il y a une autre personne dans les participants qui demande si on associe ce MNA à l'albumine, à la réglette CEFI et au pourcentage de perte de poids. Normalement, là, on est bon pour dépister la dénutrition? Non, l'albumine, c'est pour faire la cause. L'albumine, elle baisse quand il y a une maladie, globalement. Enfin, pas forcément les maladies de la digestion, mais une maladie autre. Donc l'albumine, elle va baisser. Mais c'est pas du tout nécessaire pour faire le diagnostic. Donc voilà, il faut considérer que l'albumine basse, c'est une cause et non pas un critère de dénutrition. Et donc associé à la réglette CEFI et au pourcentage de perte de poids? Alors la réglette des CEFI, je ne vois pas trop, mais pour rester simple, ce qui est important, c'est de voir si la personne mange moins, vous voyez, elle mange moins, et bien c'est qu'elle est à risque de dénutrition.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours été minces. C'est pas mon cas, hein. Mais donc il y a des gens qui ont toujours été minces et donc tout d'un coup, comme ils ont un indice de masse corporelle à 20, ils deviennent dénutris. Non, il faut quand même qu'il y ait une cause de dénutrition. Vous comprenez? Hein? C'est important d'avoir la cause. Ok, merci. On va donner la parole à Madame Sarah Magnan et à Madame Lacomer. Oui, je passe là. Alors pour la présentation, hein, on vous fera passer, de toute façon le webinaire est enregistré et on récupérera la présentation de Madame Bourdelle-Marchasson pour la transmettre aux participants. Je réponds en même temps aux petites questions du chat pendant que vous vous installez. Madame Sarah Magnan, à vous. Alors, je suis prête. Dites-moi, est-ce que vous pouvez partir de la diapo 9, s'il vous plaît? Super. Donc là, on revoit très rapidement. Ça, c'est un document qui vient de la Semaine nationale de la dénutrition qui est assez synthétique, hein, qui reprend un petit peu les conséquences de la dénutrition que Madame Bourdelle-Marchasson vous a présenté précédemment, notamment un risque d'infection, hein, un risque de chute, notamment chez les personnes âgées, une altération des différentes fonctions physiologiques essentielles, musculaires, immunitaires et de cicatrisation, un retentissement psychique et relationnel important, une fonte de la masse musculaire et la mort quand la perte de la masse musculaire excède 50%. Donc la dénutrition, ce qu'on essaye, c'est de voir pour prendre le problème, de prendre en charge le problème précocement, donc essayer de dépister précocement. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Encore, excusez-moi, la diapo 11. Donc, les situations à risque que les accompagnants, mais aussi les aides à domicile, tous les proches des patients peuvent identifier facilement. En effet, Mme Bourdelle-Marchasson en a parlé également, c'est des vêtements trop grands, hein, des bagues qui flottent. Souvent, ça, c'est des choses qu'on rencontre chez les personnes âgées dénutries. Un réfrigérateur vide ou trop rempli de produits avariés, ça veut dire que là, il n'y a pas consommation. C'est la présence de troubles de la mastication et de la déglutition qui sont importants chez les personnes âgées. C'est des régimes alimentaires restrictifs, hein, des vieux régimes sans sel qui ont été mis en place il y a des années, qui n'ont souvent plus d'intérêt et qui sont dans ce cas-là tout à fait délétères, hein, pour lutter contre la dénutrition. C'est la dépendance, l'isolement, la perte d'autonomie. Hein. Donc, comment on peut essayer de voir rapidement si un patient est dénutri? Mais quelques questions suffisent. Hein. Avez-vous perdu du poids? Êtes-vous êtes-vous moins serré dans vos vêtements? Avez-vous moins d'appétit? Avez-vous du mal à marcher ou à vous relever? Voilà, tout ça, c'est des questions très simples qui peuvent être abordées facilement avec les patients et qui peuvent nous donner une idée quand même de leur état de dénutrition. Néanmoins, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors là, je vous ai mis un peu les situations à risque, peut-être qu'on va passer là-dessus. Voilà, là, je vais vous présenter les nouveaux critères de dénutrition, en effet, de la personne âgée qui sont apparus en 2021. Il faut savoir qu'il y a besoin de l'association de 2 critères. Un critère phénotypique, hein, c'est-à-dire un critère physique, et un critère étiologique, c'est-à-dire qui induit une cause. Est-ce qu'on peut passer à la... Voilà. Donc là, c'est le document HAS, hein, que je vous ai, pour lequel j'ai fait une capture d'écran, où on voit le diagnostic de la dénutrition de l'adulte de 70 ans et plus. Donc, dans les critères phénotypiques, on a 3 critères. La perte de poids, supérieure à 5% en 1 mois ou supérieure à 10% en 6 mois, ou supérieure à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Un indice de masse corporelle inférieur à 22, mais comme vous l'a bien expliqué Madame Bourdelle-Marchasson, l'IMC ne va pas fonctionner chez les personnes obèses ou en surpoids. Et une évaluation de la sarcopénie qui, chez la personne âgée, est quand même pas simple du tout.
Ensuite, en critères étiologiques, une réduction de la prise alimentaire supérieure à 50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation alimentaire habituelle ou aux besoins protéino-énergétiques. Mais c'est également une absorption réduite due à une malnutrition, une maldigestion ou une malabsorption, et des situations d'agression comme une pathologie aiguë, une pathologie chronique évolutive ou une pathologie maligne évolutive. Ça, Madame Marchesson, vous en a parlé précédemment. Alors, attendez, excusez-moi. Non, non, c'est bon. Alors, au niveau... Non, en fait, ça allait. Je vous remercie pour la diapo. En fait, pourquoi je vous ai surligné un petit peu la perte de poids, l'IMC et la réduction de la prise alimentaire? Parce que ça va être souvent les critères qu'on va utiliser pour dépister une dénutrition. Là, si dans les critères de dénutrition, on a un critère phénotypique au minimum plus un critère étiologique, on a un patient ou une personne, pardon, âgée qui est dénutrie. Dans ces cas-là, on peut aller chercher, voir si c'est une dénutrition modérée, une dénutrition sévère. Tous ces documents, c'est des documents HAS que vous allez trouver sur Internet. Donc, les critères de dénutrition modérée, c'est un IMC entre 20 et 22, et de dénutrition sévère, c'est un IMC inférieur à 20. Attention, toujours aux personnes en surpoids obèses, pour qui l'IMC n'est pas un marqueur prédictif. C'est aussi la perte de poids supérieure à 5% et inférieure à 10% à un mois, ou supérieure ou égale à 10% et inférieur à 15% en 6 mois, ou supérieur ou égal à 10% et inférieur à 15% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Et c'est là que maintenant, on utilise parfois aussi l'albuminémie. Alors attention, là aussi, des nutritions modérées, un seul critère suffit. Mais avant 2021, c'est vrai qu'on utilisait l'albuminémie fréquemment pour détecter la dénutrition. Maintenant, elle va nous permettre d'évaluer la sévérité de cette dénutrition. Et une dénutrition sévère, les critères sont plus sévères. Je ne vais pas vous les citer oralement, puisque c'est un peu lourd, je pense. Mais en revanche, vous allez pouvoir les retrouver sur les documents HLS, critères de dénutrition. Est-ce qu'on peut peut-être passer à la diapo suivante? Donc, en effet, voilà, je vous rappelle un peu les critères qu'on utilise majoritairement pour évaluer une dénutrition. Donc, la mesure du poids, le pourcentage de perte de poids, le calcul de l'IMC, l'évaluation de l'appétit ou l'évaluation de la consommation alimentaire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu des outils qui peuvent vous aider à évaluer ces critères-là. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Alors, par exemple, pour le poids et mesurer la perte de poids, juste, je vous indique que pour un pourcentage de perte de poids, il nous faut le poids initial et le poids actuel, c'est-à-dire qu'il nous faut quand même 2 poids. Les recommandations au niveau des fréquences de pesée, en ville, c'est 1 fois par mois, c'est-à-dire pour les patients qui vivent à domicile. À l'hôpital ou en soins de suite, c'est à l'entrée 1 fois par semaine. Et en EHPAD ou en unité de séjour de longue durée, c'est au moins 1 fois par mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mesurer le poids sur un même dispositif, ce qui est parfois pas toujours évident. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Donc là, c'est pour le calcul de l'IMC. Donc ça, je pense que vous savez, c'est le poids en kilogrammes sur la taille en centimètres au carré. En tout cas, vous avez plein de plateformes sur Internet qui calculent ça de suite. Pour obtenir la taille, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, on peut mesurer à l'aide d'une toise. On demande à la personne. On peut regarder aussi la carte d'identité si cette personne n'est pas capable de nous donner ces informations. Il y a aussi une vieille formule, la formule de Shumlea, qui est utilisée parfois, c'est la distance talon-genou, pour calculer la taille d'un patient. C'est intéressant quand les patients sont alités. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Donc là, je vais vous montrer quelques outils qu'on utilise
de façon quotidienne à l'hôpital. C'est la fameuse, par exemple, échelle d'évaluation facile des ingestats. C'est l'échelle CEFI. Est-ce que vous connaissez cette échelle? Bon, je ne sais pas. Oui, super, j'entends, Elsa. Donc ça, c'est un outil qui est validé. Il y a deux parties à cette échelle. Là, il y a l'échelle visuelle analogique, c'est-à-dire qu'on va, donc c'est une échelle d'auto-évaluation pour le patient, c'est-à-dire que je mange comme d'habitude, il va se situer là. Là, c'est un repère dont je vais vous expliquer tout à l'heure, et je ne mange rien du tout. Donc, le patient va pouvoir lui-même, s'il est bien sûr, s'il en a les capacités, pouvoir bouger la réglette suivant son auto-évaluation. Lorsque, là, on voit le petit point rouge, la petite croix rouge, lorsque l'évaluation est inférieure à ce point rouge, c'est qu'il y a un risque de dénutrition. C'est-à-dire que le CEFI est inférieur à 7 et qu'il y a un risque de dénutrition chez la personne. Cette partie-là de l'échelle permet d'évaluer l'appétit du patient. D'accord? Je vous montre, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Je vous montre l'autre partie de l'échelle. On retourne l'échelle et on a cette partie-là. Qui est l'échelle semi-quantitative. C'est-à-dire que là, on va pouvoir quand même un peu évaluer les besoins si nécessaire. Donc là, le patient, il a tout mangé. L'assiette est vide. Là, il a mangé les 3/4. Il a mangé la moitié. Et là, il a mangé un quart. Et en fait, là, on voit, alors là, elle est mal placée, mais un CEFI inférieur à 7, c'est-à-dire qu'on va se situer ici. Il y a un risque de dénutrition. Donc ça va pouvoir répondre, on peut remonter les 3 premières diapos sur les critères encore, excusez-moi. Voilà, ici, là, non, juste avant, pardon. Là, on va pouvoir, grâce à cette échelle, évaluer l'appétit de la personne et évaluer sa consommation alimentaire. D'accord? Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Et j'ai un autre outil à vous montrer que vous connaissez probablement. Donc, voilà, ça c'est l'explication du CEFI que je vous expliquais à l'oral. Et autrement, il y a l'évaluation des ingestats. C'est une fiche d'évaluation que vous devez connaître, qu'on utilisait beaucoup à l'hôpital, qu'on utilise encore, mais on est en train d'un peu de changer avec le CEFI qui paraît intéressant et plus facile à utiliser. Donc là, c'est les gens qui accompagnent les patients pendant les repas qui vont pouvoir un peu détecter quelle a été la quantité mangée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, par exemple, petit déjeuner, on a le café, est-ce qu'il a bu la moitié de sa tasse, sa tasse entière, ainsi de suite pour le beurre, pour les tartines. Et il y a des chiffres à l'intérieur des cases qui représentent à peu près l'apport énergétique représenté par la consommation alimentaire. Donc, ça permet rapidement, ou aux diététiciens ou à des personnes qualifiées, d'un peu évaluer les apports de la personne. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Non, alors ça, on va arrêter. Je vais laisser la place à ma collègue Renée. On peut arrêter le diaporama là. Ça, c'était des choses un peu plus... Je laisse Renée, à moins qu'il y ait des questions. Peut-être répondre aux questions. Ah oui, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait peut-être des questions sur cette partie? Alors, il n'y a pas de questions? Non. Si, pardon. Il y a une question entre. Est-ce qu'il y a une relation entre activité physique et dénutrition? Totalement. En effet, alors dans une bonne prise en charge de la dénutrition, c'est bien que le patient, quand c'est possible, puisse faire de l'exercice pour retrouver une masse musculaire. Et c'est vrai que le fait de faire peu d'exercice induit une masse musculaire assez faible. De ce fait, vous êtes d'accord avec moi, Madame Marchasson? Donc, de ce fait, l'activité physique est extrêmement importante, autant que l'alimentation. Autre question. Le document sur les ingestats, est-ce qu'on peut le trouver? Vous avez parlé d'Internet pour l'HAS, mais est-ce que celui sur les ingestats, on peut le retrouver facilement? Alors, ou c'est sinon, un on le document fera interne passer. au CHU, je suis navrée.
Donc, logiquement, je ne peux pas vous le communiquer. En revanche, vous allez trouver des relevés d'ingestat sur Internet qui ne seront pas proposés par l'HAS, je ne sais pas, mais vous allez en trouver plusieurs. Nous, c'est un document qui est très spécifique avec des apports nutritionnels qui ont été calculés suivant les apports qu'on donne réellement aux patients. Du coup, je pense que ce n'est pas intéressant que je vous le communique. Autre question, est-ce que ces outils, encore une question, Oui. est-ce que ces outils peuvent être mis en place à domicile facilement, par exemple dans le cas de l'intervention d'une infirmière de cabinet libéral au domicile des personnes? Alors, tout à fait. Le dépistage, et pas le diagnostic, hein, le diagnostic c'est médical, mais le dépistage en effet peut se faire par des infirmières, des auxiliaires de vie à domicile si elles sont formées, pardon, la famille, voilà. L'échelle CEFI est très facile à utiliser, il faut juste bien la présenter au patient, hein. On est d'accord? Et puis après, la pesée, l'IMC, c'est des choses qui sont, voilà. Donc justement, à domicile, alors pas dans les EHPAD et en milieu hospitalier, mais à domicile, il n'y a pas d'intervenant identifié pour faire ce dépistage. Et c'est fort dommage. Encore une petite question sur comment évaluer la masse musculaire. Est-ce que vous utilisez par exemple un dynamomètre? Et quelle est la bonne Alors, manière d'utiliser? Alors, si on ne vous a pas présenté la troisième partie, hein, sur l'évaluation de la sarcopénie, c'est que la sarcopénie, il faut évaluer et la masse et la fonction musculaire. C'est deux critères encore différents. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un hand-grip, hein, qui s'utilise assez facilement, hein. J'avoue, à l'hôpital, on commence à en avoir. C'est pour calculer la force musculaire. Néanmoins, la masse musculaire se calcule par des examens très approfondis, IMC, alors que Madame Bourdelle-Marchasson vous a dit tout à l'heure qu'avec juste une mesure de la circonférence du mollet, on pouvait déjà avoir une idée tout à fait précise sur la dénutrition de la personne. Donc, c'est pour ça que ce critère de la sarcopénie, on le trouve, enfin en tout cas je parle pour moi, excusez-moi, hein, moi je trouve que c'est un critère qui est très difficile chez la personne âgée à évaluer. Est-ce que c'est clair? Ok, merci. Ouais. On va Je donner la plais parole à à Madame René. Lacomère. Voilà. Bonjour, moi je vais vous parler donc de l'expérience d'une association d'aide à domicile pour l'aide au dépistage de la dénutrition. Voilà. Parce que bon, la dénutrition, on peut en parler, mais pour en parler, il faut commencer par la dépister. Et il y a des personnes, donc les auxiliaires de vie, les aides à domicile, qui sont quand même en première ligne, qui peuvent être une aide très précieuse dans ce dépistage. Parce que c'est elles qui sont là auprès de ces personnes qui sont à risque, quelquefois plusieurs fois par jour, quelquefois presque 7 jours sur 7, d'autres fois moins, et qui peuvent assister à l'aide au repas, soit parce qu'il y a le portage de repas à domicile, soit parce qu'elles préparent elles-mêmes le repas auprès de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? D'abord, il y a le cahier de liaison avec les autres soignants, infirmières, médecins. Ce cahier de liaison, donc, qui permet les échanges entre tous ces professionnels. Et ensuite, quand l'aide à domicile commence à voir, par exemple, ce qu'on a déjà dit, ce que Marichou a dit, que le réfrigérateur envoie les barquettes parce qu'il y a le service de repas à domicile qui s'accumule, ou que le réfrigérateur est vide, ou parce que la personne qui vient régulièrement à l'aide à domicile, elle voit bien qu'il y a un comportement qui change. Donc, on met en place un relevé de consommation, mais très succinct, beaucoup plus succinct que ce qui est fait au centre hospitalier là, de Bordeaux. Mais derrière, bon, une fois qu'on a fait ça, eh ben, qu'est-ce qu'on met en place? Voilà. Alors, on peut mettre en place, on a formé toutes nos auxiliaires de vie dans le cadre des semaines de la dénutrition
justement à ce dépistage. Donc, il en est sorti pas mal de choses, et en particulier, donc on a fait une fiche d'accompagnement au repas par rapport à tout ce qu'elles ont exprimé pendant toutes ces séances de formation. Il en est sorti, prépare le repas à ces personnes comme tu aimerais qu'on te le prépare, c'est-à-dire être présent, dire, par exemple, ah, le repas dans 15 minutes, enfin, on va vous le servir dans un quart d'heure. C'est aussi adapté quand on a le service de repas à domicile qui est un plus, mais qui ne résout pas tout, forcément, si on ne s'intéresse pas à ce que mange vraiment la personne, c'est adapter le repas. Peut-être il y avait quelques photos, peut-être qu'on peut passer. Oui. À la fin du diaporama que je vous ai envoyé, prenez, il y a des photos de repas qui ont été de repas à domicile qui ont été améliorés. Est-ce qu'on peut les mettre? On peut continuer, sinon on verra après. Voilà, et ça va être tout au bout du... Après, voilà, juste un peu plus haut. Oui, voilà. Par exemple, bon, forcément, les services de repas à domicile sont servis en barquette, et c'est vrai que c'est pas très appétissant de manger dans ces barquettes. Bon, là, c'est pas encore remis en température au micro-ondes, mais quelquefois, en plus, la remise en température au micro-ondes n'est pas toujours très bien maîtrisée par les personnes. Donc, notre traiteur qui nous livre les repas a fait tout un protocole de remise en température, mais quelquefois ça pose problème. Mais l'aide à domicile, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, voilà un potage qui est servi en barquette, et voilà comment l'aide à domicile l'a amélioré. D'abord, c'est la présentation, on sort de la barquette, on met dans une tasse, on verra après, on met dans une assiette, et on adapte. Là, on a rajouté des croûtons, on peut rajouter du fromage, et c'est une source de protéines pour justement enrichir l'alimentation de ces personnes. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors là, c'est la présentation du hors-d'œuvre dans une assiette. Voilà, alors une assiette plus ou moins grande suivant l'appétit. C'est pas la peine de présenter des trop grosses quantités. Il vaut mieux une petite quantité qui sera tout mangé, une grosse quantité, ça peut écœurer de suite la personne. On coupe le pain en tranches, voilà. On assaisonne aussi différemment. On va améliorer l'assaisonnement, un peu plus de vinaigrette, on peut mettre de l'ail, du persil, enfin, suivant les goûts de la personne. Voilà, on peut passer la diapo suivante. Voilà, alors ça c'est un plat, voilà, tel que la barquette. Et diapo suivante. Bon, voilà comment on le présente dans l'assiette. Voilà, différemment, ou même quelquefois le poisson, quelquefois la personne va le préférer pané, mais l'aide à domicile va paner le poisson pour justement remettre de l'appétit et être en phase avec les habitudes et les goûts de la personne. Je crois qu'il y en a encore une autre après, je crois. Non, il n'y en a plus. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est partie aussi de toutes ces formations que l'on a fait. Mais en plus, c'est vrai que bon, quand on détecte, on se dit, tiens, le patient, ben, il est à risque de dénutrition. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a toute cette présentation qui est importante, mais quelque part, il faut modifier, il faut évaluer vraiment l'apport nutritionnel et modifier l'alimentation et le repas en proposant des préparations enrichies. Les compléments nutritionnels, c'est très bien, mais au bout d'un moment, les personnes, elles en ont un peu assez. Voilà. Et donc, ce qu'on a démarré, nous, cette semaine-là, avec la semaine de la dénutrition, et notre traiteur, c'est des préparations enrichies. C'est-à-dire, on propose aux gens des potages enrichis, des desserts enrichis. Et pour vous dire, là, actuellement, sur le portage de repas, l'association, on sert 110 personnes en portage de repas. Et sur ces 110 personnes, quand on a fait la proposition de ces préparations enrichies, on a à peu près 10% qui se sont positionnés, un peu plus de 10 personnes, 14 ou 15 à peu près, un peu plus, voilà, de 10%. Alors parmi ces 10%, quand même, bon, mon expérience, mon idée, c'est de dire, mais est-ce qu'elles sont toutes à risque de dénutrition? Alors on en a détecté au moins 5 qui étaient vraiment à risque de dénutrition par justement les relevés qu'ont déjà fait les aides à domicile, les auxiliaires de vie qui sont très très présentes auprès de ces personnes. Et comme dans notre projet, parce qu'on a un grand projet de recherche justement sur le dépistage de la dénutrition à domicile, où c'est quand même pas encore très 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 bien valorisé,
on a décidé donc de présenter ce projet dans le cadre de la démarche qualité présentée au conseil départemental, qui a été retenu parmi d'autres actions, et ce n'est pas la seule, c'est qui nous a permis un financement, et donc depuis très peu, là, depuis la semaine dernière, on a une diététicienne qui intervient à la demande. Donc, et donc en fin d'année, qui fait fiscale, etc., précisément que vous pouvez reporter donc, sur les impôts de 2020. Attention, votre micro. Oui. Voilà, ce qui permet donc d'avoir une évaluation nutritionnelle plus précise, comme fait au centre hospitalier de Bordeaux, et ensuite de mettre en place une adaptation de l'alimentation, un suivi. Parce que le tout, c'est pas de dire oui, elle est à risque de dénutrition, mais c'est d'adapter les repas et d'apporter une alimentation modifiée, plus riche en calories et en protéines, comme on vous l'a expliqué, Madame Bourdelle-Marchassot et Marie Tchou. Voilà. Donc, on démarre, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et là, dans les risques de dénutrition, donc on a maintenant cet apport d'un diététicien. Et bien entendu, tous ces relevés, tout ce partage est fait bien entendu en collaboration avec et en transmission avec les soignants, infirmiers, infirmières, mais aussi, là, par exemple, un courrier va être envoyé au médecin de ces patients qu'on a détectés à risque de dénutrition, avec ce qu'on a détecté, l'apport alimentaire et ce qu'on met en place et le suivi qu'on peut mettre en place. Donc c'est vrai que c'est quand même, je pense, quelque chose de très important parce que de plus en plus de gens sont à domicile et que le risque de dénutrition est peut-être moins bien évalué actuellement, peut-être qu'on peut le faire à l'hôpital ou même en EHPAD. Voilà, c'est l'expérience d'une association d'aide à domicile où ces personnes, les aides à domicile, doivent être valorisées, être mises en avant, parce que franchement, je pense que c'est un personnel très important auprès de ces personnes et qui peuvent être en première ligne pour ce dépistage. Voilà. Voilà, Merci beaucoup, Madame la Commère. Une question. Que pensez-vous des demi-portions qui sont proposées plutôt, enfin là en l'occurrence en EHPAD, pour ne pas brusquer l'appétit parfois minime des résidents? Oui, c'est un peu, si vous voulez, ce que je vous ai montré, ce qu'on fait, parce que bon, le portage de repas à domicile est en barquette, notre traiteur qui sert qui nous amène les repas, qui amène les repas chez les personnes, comme je vous l'ai montré là dans les quelques photos, l'aide à domicile peut l'adapter et diminuer la quantité, tout à fait. Il vaut mieux une plus petite quantité et peut-être rajouter une collation, par exemple, dans l'après-midi ou autre. Par exemple, quelquefois, fractionner les repas avec des quantités plus petites, ça peut être favorable à une reprise pour lutter contre la dénutrition. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Une question sur la réglementation. Cela pose quand même le problème par rapport à la réglementation. Peut-être préciser un petit peu la réglementation par rapport à quoi? Par rapport à quoi, oui. S'il vous plaît, la personne qui a posé cette question. C'est pour le remboursement des compléments, peut-être. Peut-être, oui. Non, tant de grammes par personne. Un certain poids, un certain nombre de grammes par personne sur le repas. Le traiteur le respecte. Enfin, nous, voilà. Enfin, il y a eu. Enfin, bon, en plus, bon, moi, on fait des pesées régulièrement pour voir si ça correspond bien à la réglementation actuelle, tant de portions de viande, de légumes, etc. Bon, c'est respecté. On contrôle, hein, nous, notre traiteur. Oui, normalement, oui, les quantités sont respectées. Après, si la quantité prévue, même que ce soit réglementaire, la personne ne peut pas la manger, il vaut mieux la diminuer, plutôt de ne rien manger, qu'elle en mange peut-être la moitié, et puis complémenter par autre chose, justement des desserts enrichis ou un complément nutritionnel peut-être dans l'après-midi. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir lui servir la quantité totale s'il ne va rien manger. Il vaut mieux qu'il mange moins, mais plus souvent. Et autre question, quel est le volume calorique journalier conseillé pour une personne âgée alitée? Allez, je laisse la parole à Marie Tchou ou à Madame Bourdelle-Marchassot.
Alors, moi, je pense que ça, c'est des questions qui sont très diététiques, hein, de toute façon. Il n'y a que les diététiciens qui sont à même et les médecins nutritionnistes à calculer les apports nutritionnels. Nous, on n'est pas trop dans cette démarche-là, puisque justement, on a d'autres critères d'évaluation. Mes collègues me contredisent si elles ne sont pas d'accord. Donc, on arrête les chiffres. On arrête les chiffres dans le sens où, si vous voulez, si on pense que déjà, il y a des pathologies différentes, chacun a des besoins différents, suivant si on est une femme, un homme, sa taille et puis son métabolisme. Il y a des pathologies qui sont très différentes et qui ne demandent pas les mêmes énergies. Les besoins énergétiques sont différents. Et si vous voulez, dans la pratique quotidienne, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il vaut mieux s'adapter au goût, aux possibilités alimentaires des patients. C'est-à-dire que quand René vous explique que ce n'est pas intéressant de mettre une ration complète si la personne n'a pas d'appétit, c'est-à-dire que quand elle va voir son plat arriver, déjà, elle va avoir l'angoisse d'essayer de tout consommer. Donc, quand on voit un plat plein, une assiette pleine et qu'on n'a pas d'appétit, ça dégoûte les gens, c'est pire. Donc, c'est pour ça qu'on préfère mettre des petites quantités et en les fractionnant dans la journée, et on s'adapte aux possibilités du patient. Moi, j'ai vu des cas, par exemple, les compléments nutritionnels sont des compléments à l'alimentation, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, si les gens ils arrivent à manger que ça, on va leur donner que ça. Donc, de toute façon, on est dans le pratico-pratique. Donc, toutes les questions de besoins énergétiques et tout ça, ça fait perdre beaucoup de temps, je pense. Il y a peu de gens qui sont capables de vraiment les calculer et ça n'a pas réellement d'intérêt. Je laisse Madame Bourdelle-Marchasson peut-être dire un petit peu ce qu'elle en pense. Alors moi, je suis d'accord parce que finalement, le calcul, ça freine. Alors on se dit que c'est très compliqué, qu'on ne va pas y arriver et c'est embêtant. Alors la force de préhension avec le dynamomètre, eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire si on doit avoir un dynamomètre pour dépister la dénutrition, eh bien, on ne va pas la dépister. Donc, il faut rendre les choses simples. Quelqu'un qui est dénutri, c'est quelqu'un qui ne mange pas ce qu'il lui faut. Et ça se voit, surtout quand on est auprès de la personne. Bon, quand on est le médecin qui voit la personne une fois tous les 2 mois, évidemment, on a besoin d'autres informations. Mais quand on est auprès de la personne, on n'a pas vraiment besoin de ça. Alors, c'est vrai qu'on peut observer que les gens très minces, ben, ils vont donner moins à manger que les gens un peu plantureux comme moi. Et donc, il y a des petites interférences. Mais globalement, ce qu'on veut dépister, c'est quelque chose de simple pour donner l'alerte et qu'après, il y a un diagnostic de la dénutrition et de la cause de la dénutrition qui puisse être fait. Professeur, j'ai encore une question. Quelle est la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées? Alors, ça dépend des endroits, donc, et ça dépend de l'outil qu'on utilise. Si on utilise l'IMC, eh bien, on peut aller, on est à 20%. Si on utilise le MNA, on peut monter à 30%. En EHPAD, à domicile, on est entre 3 et 4%. Des fois 10%. Des fois 10%. Ça dépend un peu de l'outil et ça dépend un peu de la population. Si on ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont besoin d'aide, eh bien, on va atteindre des niveaux qui ressemblent à celui qu'il y a dans les EHPAD. Et dans les EHPAD, il y a beaucoup de dénutrition parce que les personnes y vont parce qu'elles sont malades. Ce n'est pas l'EHPAD qui rend dénutris les gens, c'est la maladie qui entraîne l'entrée en EHPAD. Vous voyez, c'est souvent, moi, ce que j'observe chez les patients que je connais à domicile et puis qui après partent en EHPAD, c'est qu'il y a toujours une amélioration au début parce que justement, il y a beaucoup d'accompagnement au niveau des repas. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas apparaître. En tout cas, juste pour information, si le PowerPoint qu'on a préparé avec René, il y a les prévalences de la dénutrition à l'hôpital, les choses comme ça. Après, comme dit Madame Bourdelle-Marchasson, ça dépend de tellement de choses que c'est vraiment des évaluations
Et je pense qu'aussi, ce que peut-être j'ai oublié de dire, c'est qu'à domicile, par exemple, quand l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile, voit qu'il y a un souci au niveau de l'alimentation, bien sûr, elle en avertit les responsables du secteur en charge de ces personnes âgées. Et on peut demander une modification du plan d'aide. Par exemple, il n'y a pas d'aide vraiment prévue pour le repas. On peut modifier le plan d'aide justement pour qu'il y ait une aide, une présence de la personne, de l'auxiliaire de vie au moment du repas. Alors, quelquefois, bon, ça se fait. Puis, quelquefois, les expériences qu'on a, là, quand je discute avec les responsables de cette association, c'est qu'à partir du moment où la personne commence à mieux manger, parce qu'elle a une aide, elle a quelqu'un, elle a une présence, elle a quelqu'un qui s'occupe d'elle, la famille dit, ah ben ça y est, on enlève et on revient à l'heure de ménage ou autre. Ce qui, normalement, alors les responsables aussi sont là pour expliquer, essayer de convaincre la famille que non, c'est pas ponctuel, il faut continuer cette aide au repas si on ne veut pas que la personne continue ou se dénutrisse plus gravement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Je crois qu'on a fait le tour des questions et on arrive surtout à la fin du temps de notre webinaire. Je vous retransmets les félicitations, les commentaires très positifs sur vos interventions des différents participants. J'informe également tous les participants qu'on vous transmettra les présentations et que ce webinaire a été enregistré, donc il pourra être rediffusé. On le relaiera pour ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Voilà. Merci à tous pour votre participation et surtout merci, mesdames, pour votre présentation. Merci. Merci de votre écoute. Voilà, on n'a pas bientôt. travaillé pour rien, on est contente. Jamais, jamais. Il y a eu beaucoup de participants, hein. On était à plus de 65 au plus fort. Merci à tous. Ça veut dire que la thématique intéresse, c'est bien. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir.